Wow. Wow. Eh ben, ça c'est de la porte, hein. Salut! T'es venu chercher ton frère, toi aussi? Non merci. Par contre, je suis venu te demander, est-ce que c'est possible de faire un bon film si on prend un bon manga comme celui-ci? Pour le savoir, il faut jeter un œil à la vérité. Mais ça va te coûter cher. Pas de problème, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Ouh, je vais te voler tes données. Sauf si tu utilises CyberGhost VPN, bien sûr. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes l'ont noté excellent. C'est beaucoup. Un VPN est essentiel pour protéger votre vie privée numérique et si vous pensiez que vous étiez déjà couvert parce que vous naviguez comme mode incognito, détrompez-vous. De nombreux yeux vous observent chaque fois que vous allez en ligne et le mode incognito ne vous donne qu'une fausse impression de confidentialité. Votre fournisseur d'accès à internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Pour mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez besoin du VPN CyberGhost. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu d'une quarantaine de plateformes de streaming à travers le monde, aussi bien Disney+, Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll et bien d'autres. Par exemple, le nouveau film Superman est déjà disponible sur HBO Max US. Eh oui. Il ne vous aura pas échappé depuis quelque temps que certains sites pour adultes sont interdits de connexion par l'administration française et par certains fournisseurs d'accès à Internet. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez vous localiser dans un autre pays où c'est encore autorisé et vous pouvez profiter de ces sites en toute anonymité. Et ça c'est bien. Oui. Surfez en ligne sans aucune limite et ils vous garantissent la totale confidentialité de vos données. CyberGhost VPN, c'est plus de 10 000 serveurs dans 100 pays différents. Le VPN offre une interface conviviale, simple à prendre en main et est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et même les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur 7 appareils différents en simultané. Vous pouvez souscrire à un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et la présence en ligne de leurs équipes support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. En utilisant dès à présent le lien dans la description, profitez d'une réduction de moins 83% sur votre abonnement CyberGhost VPN plus 4 mois gratuits. Ah ouais, sympa. Par contre, ça va pas suffire, hein. Ah bon? Bah on fait comment alors? Aujourd'hui au menu, Full Metal Alchemist Live Action, film sorti en 2017, adaptation du célèbre manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, qui a connu 2 adaptations animées, Full Metal Alchemist en 2003 et Full Metal Alchemist Brotherhood en 2009. Mais est-ce que c'est une bonne adaptation? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Le film commence par Ed et Al, 2 frères qui se fabriquent des jouets en utilisant l'alchimie et vont montrer tout ça à leur gentille maman. On dirait pas une pub pour la lessive un peu? Puis les gamins s'éloignent pour aller jouer, puis boum, la maman s'effondre d'une manière beaucoup trop théâtrale pour être crédible. Excusez-moi, le film a bugué ou bien là? Du coup, la daronne est morte et les 2 frères décident, comme dans le manga, d'utiliser l'alchimie pour la ressusciter en suivant la recette. 35 litres d'eau, 20 kg de charbon, 4 litres d'ammoniac, 1,5 kg de bois pétrifié. Stagiaire, prends des notes, ça peut servir, on sait jamais. Ok. 80 000 de fluorine. Voici tous les ingrédients composant un adulte. On peut acheter tout ça facilement au marché. Hein, il est chelou leur marché de campagne. Moi j'ai tout trouvé chez Action, hein. Il y a tout chez Action. Et il lance la transmutation humaine, ça part en couille, elle s'envole dans la tempête et boum, titre du film. Nous voici plusieurs années plus tard dans la ville de Réole, où l'on voit ce qui semble être le père Cornello courir dans des rues bizarrement désertes. Et hop, on découvre Edward Elric interprété par Ryosuke Yamada. Et il va peut-être être temps d'aborder l'éléphant qui est dans la pièce. Oh ça va, t'es pas si gros. L'ensemble du casting de ce film est japonais, alors que dans le manga, la plupart des personnages sont ethniquement européens, et plus particulièrement germaniques, ta mère, bon jeu de mots. Changement qui avait un peu fait parler à l'époque. Bon, après c'est vrai que voir des japonais avec des perruques blondes habillés un peu à l'européenne façon Full Metal Alchemist, ça fait un petit peu cosplay premium Japan Expo. Mais il faut avouer que le gars ressemble
et que le costume est très fidèle, sans faire trop chipos. Donc il n'y a pas de quoi chier une pendule en vrai. Bref, Ed veut piquer l'anneau de Cornello parce que c'est une pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi? Et Cornello lui balance des piliers sur la tronche. Ed s'en prend un dans la gueule et... Quoi? C'est téléporté ou quoi? Il est pas du tout au même endroit ou c'est moi qui déconne? Du coup Cornello lui balance une gigavague de gravier qui visiblement ne sert pas à grand chose vu qu'Ed n'est pas du tout blessé. Mais pourquoi il s'enfuit? Il a des méga pouvoirs? Mais le gars a une pierre philosophale, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir sur la matière qu'il peut plier à sa volonté de manière quasi illimitée. Et il galère à ouvrir une putain de porte avec sa clé. Je veux dire, waouh! Cornello balance des lions chimères en pierre, Ed transmute le sol pour faire une lance et combat les créatures, qui visiblement sont pas super solides vu comment il les éclate en un seul coup. Il se fait quand même coincer malgré tout, mais est sauvé au dernier moment par Hal, interprété par Atomu Mizuishi, qui le double en japonais. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais pour la VF du film, on retrouve l'intégralité du casting vocal de l'animé original. Donc pour la voix de Edward Elric, on retrouve Arthur Pestel, et pour Alphonse, son frère, on retrouve Audrey Pic. Ça, c'est plutôt sympa, un petit clin d'œil pour les fans. Quant au look de Hal, eh bien faudrait être sacrément de mauvaise foi pour dire qu'il est raté. Il est exactement comme dans le manga et l'animé, et il est franchement réussi. Visuellement, j'entends. Ed se fait arracher sa manche et Cornello comprend qu'il s'agit de l'alchimiste Full Metal, en reprenant le plan iconique de l'animé. Puis il leur fait tomber un immeuble sur la gueule. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Et puis Alphonse, il est passé où? La fuite de Cornello l'emmène sur une place où, ouf, cette fois, il y a des civils qui se demandent pourquoi le père s'enfuit, et il prend en otage une passante en transformant une cuillère en couteau. Une cuillère en couteau. Ok. Je rappelle que dans l'animé, le gars il transforme sa putain de canne en putain de mitrailleuse géante de la mort qui tue. Naze. Vous avez compris maintenant? Regardez-le bien, votre grand prophète faiseur de miracles. De quoi? Donc là en fait ils sont en train de speedrun l'arc d'introduction du manga. Ok, alors moi j'ai lu le manga et j'ai vu les animés, donc je me situe à peu près, mais quelqu'un qui n'a vu ni l'un ni l'autre, là il regarde juste une scène très bizarre où t'as un nain habillé un peu gothique et un robot qui sont en train de racketter un vieux. Alors qu'en fait, à la base, il y a une vraie histoire derrière les événements de Réol ou Lior dans le manga et les deux animés. C'est un très bon arc pour expliquer les concepts de l'alchimie, de la pierre philosophale et de la transmutation humaine. On nous montre en quoi le pouvoir absolu recherché par l'alchimie peut conduire les mauvaises personnes à faire des dingueries, comme le père Cornello qui devient une espèce de tyran messianique. Là, ils commencent leur film par la fin, la conclusion du premier arc, ce qui est assez bizarre. On a clairement la sensation qu'il manque un bout. On a à la limite de penser que Ed et Hal, c'est les méchants dans cette histoire. C'est vraiment un choix très très chelou. Alors oui, c'est plus ou moins fidèle au manga et à l'animé d'origine, mais pour le coup, est-ce que c'est bien pertinent de l'avoir fait comme ça ? Retour au film, Ed fabrique une grosse statue moche pour détourner l'attention, puis fait un patate contre patate avec Cornello. Ça casse son anneau, mais ça casse aussi le bras de Ed. Et c'est là que Roy Mustang fait son apparition, interprété par Dean Fujioka. Et franchement, ça le fait grave, l'uniforme militaire est super stylé, ça fait pas trop cosplay, l'acteur ressemble, je valide. En plus, il est doublé en VF par Martial le Minou. Le nom est marrant, le Minou. Ça me fait penser à un petit chat. Roy Mustang détruit la pierre pour montrer à Ed que c'est une fausse. Cornello s'échappe avec une certaine habileté et Ed est emmené au QG Est. Pendant ce temps, Lust, Gluttony et Envy, les homonculus, observent de loin. On y reviendra. Puis Hal répare les dégâts de son frère et en profite pour expliquer les principes de base de l'alchimie au badaud, échange équivalent et tutti quanti. Alors c'est très bien, et pour le coup c'est quasi la même scène que dans le manga, mais ça aurait été bien plus pertinent de la mettre plus tôt dans le film. Là l'explication de ce qu'est l'alchimie arrive à quasi 20 minutes de film, c'est pas très malin. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du manga n'a donc probablement absolument rien compris depuis le début. Oui. C'est comme si tu regardais le Seigneur des Anneaux et puis ça t'expliquait pas dès le début c'était quoi l'anneau en fait. Donc t'es là et au bout d'une heure et demie de film tu te dis mais en fait pourquoi l'anneau il rend invisible en fait? C'est vrai ça? Pourquoi il rend invisible l'anneau? Eh bien parce que... Ah c'est vrai ça. Et c'est là qu'apparaît Winry, interprété par Tsubasa Honda. Et là je ne comprends pas. Tous les autres persos blonds dans l'animé sont blonds dans le film. Sauf Winry, qui est brune dans le film. C'est chelou. Mais bon, elle a les mêmes fringues et la même coupe de cheveux, hein, c'est déjà ça. Bon, par contre, le jeu d'actrice est éclaté au sol. C'est un des principaux problèmes que j'ai avec certaines adaptations live-action japonaises.
c'est que les acteurs ne jouent pas leur rôle comme si c'était de vrais gens, ils jouent comme si c'était des persos d'animé. Mais ce sont des persos d'animé. Mais non, ce que je veux dire, c'est que les expressions de Winry exagérées dans l'animation, ça fonctionne parce que c'est de l'animation, c'est pensé pour être exagéré. Alors qu'une actrice en live action qui reproduit les mêmes poses et les mêmes mimiques, bah c'est pas bien, ça lui donne juste l'air d'une demeurée en fait. Ensuite, Ed discute au QG avec Mustang afin de bien clarifier ses motivations aux spectateurs. Mais il faut que je retrouve cette pierre coûte que coûte, sinon elle ne pourra jamais récupérer son corps. Qu'il récupère son corps. Je veux lui rendre son corps. Du coup c'est quoi son objectif? Je suis pas sûr d'avoir tout suivi. Je crois qu'il veut récupérer son frère. Ah, il veut donc récupérer le corps de son frère. C'est ça. Du coup, il y a le corps de son frère, et lui, il veut le récupérer, c'est ça? Je sais plus, tu m'as mis le doute. Bref, puis le colonel Hughes entre en scène interprété par Yuta Sato. Et bordel de merde, ce bâtard est absolument parfait. Ça c'est ce qu'on appelle un casting golden. Le gars est stylé, il a l'air trop sympa, je l'adore déjà et oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me souvenir de ce qui lui arrive dans le manga. Puis il y a Winry qui revient, et franchement là, je vous laisse regarder parce que... Edward! Enfin, frérot, tu es cringe. Pendant ce temps, le général Akuro prévient Mustang que quelque chose de louche trame. Et avant de quitter la pièce, il dit qu'il va présenter les frères Elric à l'alchimiste Shotoker, car il pourra sans doute les aider dans leurs recherches. Quoi? Je veux dire, dans le manga, c'est Mustang et Hughes qui introduisent les frères Elric à l'alchimiste Shotoker. D'ailleurs, ils le font un peu en tsum-tsum parce que les recherches d'aide sont censées être interdites par l'armée. Donc là, c'est le général lui-même qui présente Tucker aux alchimistes Full Metal. Ça veut dire qu'il est au courant des objectifs de Ed. J'aime pas trop beaucoup ça. Et boum, nous retrouvons les homonculus qui pull-up le père Cornello. Bon, en vrai, les persos sont ressemblants, mais pour le coup, là, cette fois, je trouve que ça fait un peu cosplay. T'es jamais content en fait. Ah, ça doit être ça. Envy se change en Cornello, Lust montre ses nibards, puis tue le vieux, et Gluttony tire la langue parce qu'il est gros. Dis, Lust, je peux le manger, celui-là. Non, pas lui, Gluttony. Mais elle a dit de pas le manger? Pendant ce temps, Winry et les frangins dînent chez Hughes, sa femme porte clairement une perruque pas folle, et Winry et Ed se disputent avec leur jeu d'acteur énervant. C'est pas une raison pour faire ton chien enragé, ça mène à rien. Arrête avec tes excuses et fais ce que je te dis. Et sans déconner, Winry, j'ai envie de la défoncer. Mais non, pas dans ce sens-là. Je veux dire que c'est vraiment une tête à claque. Regarde comment elle réagit quand elle apprend que la femme de Hughes est enceinte. Ah, toi, tu restes assise. Prends soin de toi et de notre futur héritier. Mais qui fait ça? Mais là, vous vous rendez peut-être pas compte du cringe parce que c'est une japonaise mignonne qui le fait. Mais si c'était pas le cas, ça serait vite plus clair, hein. Ah! Je suis absolument terrifié. Là, on arrive à un moment où le film part un peu en couille, et rassurez-vous, ce ne sera pas le seul moment. Ed se lève en pleine nuit avec ses deux bras et ses deux jambes d'origine, puis ouvre une porte à la recherche de son frère, et boum, il est propulsé dans un flashback de la nuit où ils ont tenté de ressusciter leur mère. Alors, la scène est plus ou moins fidèle au manga en vrai, hein. Ed perd sa jambe pour avoir vu la vérité, et son bras pour ramener l'âme de son frère. Bon, jusqu'ici, ça va. Hormis le cut bizarre où la porte le chope, là. Mais il y a un truc chelou. Pourquoi, lors de ce flashback, Ed est adulte? Je me demande si c'est pas un genre de censure, parce que montrer un gosse de 8-10 ans amputé de 2 membres et couvert de sang, ça passe en animation, mais en live action, ce serait peut-être un peu hardcore pour une bonne partie des gens. Puis, vu le niveau d'acting des gamins du début, c'est peut-être pas plus mal. Et nous voici, c'est Shotoker avec sa fille Nina et son chien Alexandre. Il explique à Ed qu'il doit bientôt passer une évaluation pour montrer l'avancée de ses recherches et qu'il flippe de perdre son poste et son statut, comme dans le manga quoi. Ed lui demande alors s'il peut l'aider à retrouver le corps de son frère, et il lui répond « Ah Ray, c'est chaud là, mais si tu veux on peut tenter une expérience. » Et juste après, Ed part avec Winry en train pour rencontrer le docteur Marco, qui selon Tucker aurait travaillé sur la pierre philosophale. Mais je croyais que c'était interdit. Donc il travaillait certainement en secret. Donc il balance des secrets comme ça. Chelou votre truc, hein. Pendant ce temps, Tucker fait des trucs chelous sur Alphonse et lui dit que son âme n'est probablement pas son âme,
que son frère lui a sans doute implanté des souvenirs artificiels. Donc il ne serait pas vraiment lui, mais un faux Alphonse. Alors, dans le manga, il y a bien un moment où Alphonse a des doutes vis-à-vis de la véracité de ses souvenirs. Mais cette idée lui est mise dans la tête par le prisonnier 66 dans le laboratoire numéro 5, qui était lui-même une armure incarnée. Dans le contexte, ça avait plus de sens. Là, Tucker, il sort ça, on sait pas trop pourquoi en fait, on sait pas trop non plus pourquoi il décide d'endormir Alphonse, c'est bizarre. Alors oui, il endort Alphonse sans doute pour être tranquille, pour pouvoir transmuter sa gamine avec son clébard, j'ai bien compris l'idée. Mais si son but c'était qu'il n'y ait pas de témoins, il y avait plus simple que de monter un plan pour envoyer Ed dans une autre ville chercher des indices bidons et prétendre faire des expérimentations sur Alphonse. C'est débile, s'il voulait s'en sortir et être peinard, il suffit juste qu'il fasse ça en fait. Voilà, et là tu pouvais transmuter ta gamine peinard. D'ailleurs dans le manga c'est ce qu'il fait, il fait pas de plan pour les éloigner, il attend juste qu'ils se barrent de chez lui. Du côté d'Ed et de Winry, il rencontre le docteur Marco qui refuse de parler de la pierre philosophale. Puis Lust se pointe, le bute, et en rendant son dernier souffle, il donne à Ed un dessin du cercle de transmutation de la pierre philosophale et lui dit de trouver le laboratoire numéro 5. C'est des gros raccourcis, mais c'est quand même dans l'idée plus ou moins fidèle au manga. Puis il revient chez Tucker, et arrive la scène qu'on attendait tous. La découverte de la nouvelle chimère parlante de Tucker. Et c'est à 2 ou 3 poils de cul près la même scène que dans le manga et les animés. Et je devrais en théorie n'avoir aucun problème avec cette scène. Mais je trouve que dans ce film, elle ne sert pas à grand chose. Dans le manga, l'histoire de Tucker n'a rien à voir avec le laboratoire numéro 5 et la pierre philosophale. Le passage est important pour montrer à quelles extrémités peut pousser la curiosité scientifique et mettre en exergue les dysfonctionnements du système des alchimistes d'État. C'est aussi important parce que c'est pile poil au même moment qui introduit le personnage de Scar, le tueur d'alchimistes d'État qui tue Tucker, et vu ce qu'il a fait à sa fille, ça donne une espèce de légitimité morale à Scar qui rend le perso plus dense. Dans le film, c'est censé faire aussi ça, sauf qu'il n'y a pas de Scar. Tucker ne meurt pas et c'est entremêlé avec d'autres intrigues qui normalement n'ont pas de rapport. Mais nous y reviendrons plus tard. Après ça, Ed enquête avec Hughes et Ross pour trouver ce fameux laboratoire numéro 5. Et bim, le général Akuro leur dit qu'en fait, il est là où se trouve officiellement une usine de conserve. Et donc il s'y rend avec son frère et Winry et découvre un entrepôt vide. Et là, le film repart en couille. Tout à coup, Alphonse a une crise existentielle. Il accuse son frère d'être un menteur, de lui avoir implanté de faux souvenirs et tout, comme l'a insinué Tucker, et du coup, ils font la bagarre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la crise existentielle d'Alphonse a aussi lieu dans le manga, mais dans un contexte radicalement différent. Là, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense que les gars qui ont fait ce film se sont dit « Allez, on va mettre un maximum de scènes importantes du manga dedans, sans se poser la question de savoir si c'était pertinent avec le contexte et l'histoire qu'ils essayaient de raconter globalement dans ce film. » C'est comme la mort de Hughes, qui est la scène juste après. C'est à la réplique et quasi au plan près la scène du manga. Et pourtant, je ne ressens rien devant la scène. J'ai même soufflé du nez quand j'ai vu qu'ils avaient skip la scène de son enterrement. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas la mettre, vu que tout se passe très vite, et que c'est la mort de Hughes qui précipite les événements du dernier acte du film, à savoir la découverte du laboratoire numéro 5. Ce qui, dans le contexte du film, est d'ailleurs un peu un prétexte bidon pour le tuer. C'est encore une fois un moment culte du manga qui a été mis là, mais qui a été vidé de sa substance. C'est un peu du fanservice contre-productif. Le seul mérite de cette scène, finalement, c'est de ressembler à celle du manga, mais quelqu'un qui n'a pas lu le manga ni vu les animés, il doit sans doute se faire bien chier devant. Mustang chope la rage du terre-terre et part attaquer le laboratoire numéro 5. Là, il tombe sur un bataillon mené par Ross, mais il la crame direct, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était Envy. Là, Ed débarque avec Hawks et Lust et Gluttony se pointent aussi. Et Lust, elle fait trop la belle en mode « Ouais, on a buté Hughes et on va te faire pareil ». Et là, Mustang, il sort son gun et bam 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 dans les rotules. Mais ça leur fait rien. Du coup, il s'apprête à faire la bagarre et Gluttony va manger les soldats et... Sans déconner, là, c'était censé être effrayant, là. Là, on se chie tous dessus, là. Ah, c'est ouf, J'ai peur, Puis bim, Lust met un doigt à Mustang. Mustang est donc en PLS et Lust se barre en roulant du derche. Mais pourquoi elle les achève pas, en fait?
Du coup, Ed part à la poursuite de Lust, mais on ne sait pas trop comment, il se retrouve dans une grande pièce du laboratoire avec un cercle de transmutation au sol. Et comme par hasard, il y a Tucker qui l'attend et qui a capturé Hal et Winry. Alors, j'ai quelques questions. Comment ce petit mec à lunettes a réussi à avoir Hal, une armure en métal de 2 mètres? Voilà. Et puis même, admettons qu'il a réussi à l'avoir, comment il l'a fait pour le transporter dans la base sans que personne le voie? Il l'a porté sur son dos? C'est comment? Et là, il se met à baragouiner des trucs en mode « Ton frère a ouvert la porte de la vérité pour moi, du coup maintenant, je sais comment transférer une âme dans un corps. » Ah oui, et il dit à Ed de s'arracher son bras en métal aussi. Et attention, là, le film est sur le point d'exploser en plein vol, mais d'une manière violente. Il explique à Ed que dans ce labo, ils ont fabriqué la pierre philosophale en transmutant des humains vivants. En apprenant ça, Ed devient limite nervous breakdown et se met à hurler de manière dramatique. Bon, je comprends qu'il soit choc-barre de baiser, comme disent les jeunes, mais là, il en fait un peu trop quand même. On a donc un flashback de comment la pierre a été fabriquée, et juste après, Ed remarque des gigacuves rouges pétantes remplies de pierres philosophales. Sans déconner, comment il a pas remarqué le bordel direct en entrant dans la pièce en fait? Et là, bim, Lust met 5 doigts dans Tucker. Coquine. Et il meurt. Puis il y a le général Akuro qui arrive et qui était en fait le méchant depuis le début. Là où je dis que le film explose en plein vol, c'est parce que le général nous dit que Tucker bossait pour lui pour décrypter les travaux abandonnés du docteur Marco depuis le début. Je rappelle qu'à la base, Tucker, son problème c'était qu'il avait peur de se faire radier des alchimistes d'État parce qu'il n'arrivait pas à avancer sur ses recherches sur les chimères parlantes. Et là, on vient de nous dire qu'en fait, il bosse en tsum tsum pour le général et qu'il a même compris comment fonctionnent les pierres philosophales. Donc de 1, pourquoi t'as peur de perdre ton taf alors que le général a besoin de toi, il peut pas te virer? De 2, pourquoi tu sacrifies ta propre fille alors que t'as accès à la putain de pierre philosophale? C'est trop débile, j'en peux plus. Dose un peu. Akuro dévoile son plan. Il a découvert que l'armée, sous influence des homonculus, essayait de trouver un moyen de fabriquer des soldats artificiels grâce à la transmutation humaine. Mais lui, grâce à Tucker, a décidé de les court-circuiter, d'utiliser les pierres philosophales pour donner des âmes aux soldats artificiels, et s'en servir pour bâtir sa propre armée et devenir le maître du monde. Et hop, il active la machine qui distribue des pierres aux soldats. Mais elles rentrent par où les pierres là? Ouf. Non, c'est bon, il a rien. C'est beau. Grâce à ces mannequins, je serai le roi du monde. Et juste après, Akuro se fait manger, parce qu'en fait, ce sont des soldats zombies. Mustang commence à cramer les monstres un peu partout pour pas qu'ils sortent et envahissent la ville. Il envoie Hawk prévenir l'armée et leur dit qu'il faut tirer dans leur tête pour les tuer. Mais hop là. C'est bon, la porte elle est fermée, les méchants ils peuvent plus sortir là. Bonjour, c'est moi le full metal alchimiste. Oui. Ça aurait été plus logique, hein. Bref, Hal se réveille. Bon, on sait pas trop pourquoi il dormait à la base, mais vas-y. Et Ed vient l'aider à repousser les monstres qui, pour une raison étrange, ne sont pas spécialement agressifs en fait. Hein. Ils marchent juste, ils sont là. Ok, alors comment ça se fait qu'Alphonse puisse utiliser l'alchimie sans tracer de cercle avant? Je veux dire, c'est bon, ça y est, on a dépassé le point de non-retour, le film en a plus rien à foutre. Il respecte même plus les règles qu'il a lui-même établies. Hein, n'importe quoi. Winry, J'ai été capturée. C'est pour ça qu'elle pouvait pas. Mais quoi? Mais quand est-ce qu'elle est rentrée là-dedans, celle-là? Bref, l'armée tire sur les zombies et Mustang et Ed affrontent Lust et Envy. Et Lust leur dévoile qu'ils sont immortels grâce à une pierre philosophale à la place du cœur. Ok, alors pourquoi elle dévoile son point faible? C'est complètement con. Lust essaye de les doigter, Ed crée un mur de pierre pour se cacher, puis il dit à Envy « Frérot, on a cramé que tu pouvais plus te régénérer ». Envy tente de s'enfuir, puis Mustang le transforme en merguez humaine. Il crame comme Sarah Connor dans Terminator 2. Ensuite, Lust s'énerve et est sur le point de buter Ed de manière définitive, et pouf!
Hal le sauve en fabriquant un mur. Eh, c'est Full Metal Maçon qu'il aurait dû s'appeler. Ah, elle est pas ouf celle-là. Je suis fatigué. Puis Mustang se met à cramer Lust à répétition jusqu'à ce qu'elle meure de décès. Comme dans le manga et l'animé d'ailleurs, mais encore une fois, ça reproduit, ça imite, mais il n'y a pas le même impact, la même substance. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui ne connaît pas le manga en ait quelque chose à foutre, sérieusement. Et du coup Mustang donne la pierre de Lust à Ed. Ed et Alphonse ont un dilemme moral parce que la pierre est fabriquée à partir de vie humaine. Alphonse lui dit « ne le fais pas », mais Ed le fait quand même et se retrouve à nouveau devant la porte de la vérité. Il se trouve face à la vérité et voit même le corps de Hal, mais au moment d'échanger le corps de son frère contre la pierre, Ed renonce et dit à son frère qu'il promet de revenir le chercher. Alors encore une fois, ils ont plus ou moins adapté une scène culte du manga et de l'animé, celle où Ed promet au corps de Hal de revenir le chercher. Et encore une fois, ça passe pour moi totalement à côté. Dans le manga, le contexte dans lequel Ed revoit le corps de son frère est complètement différent. Ed est dans l'urgence pour s'échapper du ventre de Gluttony. Il ne fait que passer par la porte de la vérité, et c'est là qu'il tombe sur le corps de son frère. Mais il se trouve impuissant à le récupérer, parce que le corps d'Hal lui dit « je ne peux suivre que mon âme ». Et pouf, Ed est ramené de force sur Terre. Et là, il résiste et fait sa promesse. C'est un passage important parce que jusqu'ici, on ne savait pas s'il était réellement possible pour Hal de retrouver son corps. Et là, boum, enfin une vraie piste. Ed s'approche du but et devient plus déter que jamais. Dans le film, Ed peut ramener le corps de son frère. Il a tout ce qu'il lui faut pour le faire. Mais non, il ne le fait pas pour des raisons éthiques. Et je suis désolé, je trouve ça un peu bidon. Alors, je comprends parfaitement qu'on puisse trouver le procédé de fabrication de la pierre philosophale complètement horrible, éthiquement, moralement. Je comprends le principe, ça peut de le rejeter en bloc, ça je comprends. Et j'aurais parfaitement compris qu'Ed renonce à fabriquer la pierre philosophale pour cette raison. Mais là, c'est pas le cas, la pierre est déjà fabriquée. De plus, c'était le cœur de Lust, donc la méchante, c'était pas la pierre qui venait des expérimentations de Marco. C'est deux choses différentes. Et en plus, quoi qu'il fasse, les vies ont déjà été perdues. Donc autant te servir de la pierre pour amener ton frère, je comprends pas le délire. Je suis désolé, je trouve ça un peu stupide. Et en plus, ça gâche une fois de plus une scène culte du manga et de l'animé. Bref, le soleil se lève, fin du film, et il y a une scène post-générique où on voit qu'Envy a survécu sous forme de petits lézards moches, comme dans le manga, ce qui annonce une suite, qu'on regardera peut-être une autre fois. Alors, ça t'a plu? J'en ai parlé d'adaptation foirée sur cette chaîne, et c'est peut-être bien la première fois que j'ai presque du scrupule à descendre un film. Parce que putain, pour une fois, tu sens qu'ils ont au moins fait l'effort de regarder l'œuvre originale. Ils semblent avoir eu une vraie volonté de retranscrire le manga à l'écran, et ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. La production est de qualité dans son ensemble, les costumes sont stylés, les FX corrects pour du japonais, et malgré ça, le film tape à côté. On a juste une compilation de scènes cultes du manga combinées ensemble, pour faire un film dont le scénario ne tient pas vraiment la route pour moi. Ironiquement, bien qu'il semble y avoir tous les ingrédients pour faire un bon film et une bonne adaptation, l'alchimie ne prend pas. Ce film n'est qu'un homonculus raté qui imite Fullmetal Alchemist, mais est totalement dénué de son âme. Waouh, stylé la conclusion, très poétique. Merci, c'est un métier. Du coup, il est temps de passer à la caisse. L'échange équivalent, tu connais? Ok, mais avant, j'ai une dernière question. Je t'écoute. Est-ce que tu vois cette bouteille? Merci à CyberGazEPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas leur offre en description, moins 83% plus 4 mois offerts. Ouh.